Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Les cérémonies marquant le 40e jour du décès de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko se tiennent ce dimanche à la place de la République à Séguéla, où le Premier ministre Patrick Haché effectue le déplacement pour prendre part à ces cérémonies. Plusieurs imams et guides religieux ont prié et lu le Coran. Vous le verrez à l'instant en image en ouverture de ce journal. Le quartier campement dans la commune de Koumassi va bénéficier d'un programme de 13 000 branchements sociaux financés par la République de la Corée. Ce projet concerne plus de 14 000 ménages issus de quartiers défavorisés. Le lancement des travaux du projet a été fait par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Gbagba. Devant une flambée des prix des denrées alimentaires observée en Afrique de l'Ouest, le programme alimentaire mondial, le PAM, sonne l'alerte. Plus de 31 millions de personnes dans la région devraient tomber en situation d'insécurité alimentaire, un chiffre supérieur de plus de 30% à celui de l'année dernière. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Créé par décret le 9 décembre 2015 par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, l'UVC, est une université publique qui a pour mission d'accompagner les universités en présentiel dans leur offre de formation à distance et à diffuser les connaissances et la culture numérique. L'UVC est une structure nationale qui contribue au développement du numérique éducatif en Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 6 ans, elle forme et accompagne les étudiants dans leur insertion professionnelle, notamment dans les secteurs de l'informatique et du digital. Ce 13h, nous ferons un zoom sur cette université, comprendre le fonctionnement de cette université virtuelle, qu'est-ce qui fonde sa particularité, saisir ses principales missions et surtout apprécier la pluralité d'opportunités qu'elle offre dans un monde aujourd'hui contraint de faire de l'outil Internet son meilleur allié du fait de la Covid-19. Pour en parler, nous recevons ce 13h le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur Timo Mankone. Bonjour professeur. Merci, M. Guévé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Je vous retrouve dans une demi-heure pour se focus sur votre institution. Mais avant, tournons ensemble, mesdames et messieurs, le regard vers Séguéla, où les cérémonies marquant le 40e jour du décès de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko se tiennent ce dimanche à la place de la République. Le Premier ministre Patrick Haché a effectué le déplacement pour prendre part à ces cérémonies de prière de bénédiction pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre, comme vous pouvez le constater sur ces images. Plusieurs imams et guides religieux ont prié et lu le Coran. Des membres du gouvernement ont pris part aux côtés du Premier ministre Patrick Haché à cette cérémonie, l'ultime qui marque le 40e jour du décès de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu le 10 mars dernier. Et on change de registre, on revient à Abidjan dans le souci d'améliorer l'accès à l'eau potable aux populations. Le quartier campement dans la commune de Koumassi va bénéficier d'un programme de 13 000 branchements sociaux financés par la République de la Corée. Ce projet concerne plus de 14 000 ménages issus de quartiers défavorisés. Le lancement des travaux du projet a été fait par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Gbagba, dans la commune de Koumassi. Eugène Atoubé. Quartier campement dans la commune de Koumassi. C'est la fin du calvaire des populations de cette partie du district d'Abidjan. À l'absence d'eau potable comblée par les puits que l'on trouve dans presque toutes les habitations et où les robinets, même quand ils existent, débitent du vent parce que non connectés au réseau d'eau, le gouvernement apporte une réponse. Des branchements sociaux y sont réalisés au bénéfice des ménages vulnérables. Et comme à Doussou, c'est un bonheur loin infini que vivent tous les bénéficiaires de Koumassi Campement. Sans l'eau, l'homme n'est rien. C'est l'eau qui fait tout. Manger l'eau, laver l'eau, même boire l'eau. Dans la vie, il faut avoir l'eau. Dans ce désir-là, dans l'année, on a compris que le Taipei envoyait l'eau pour nous. Donc ça nous fait plaisir. Ce sont environ 9000 ménages vulnérables qui bénéficient à Koumassi Campement de ces branchements sociaux, d'un coût d'1,5 milliard de francs CFA. C'est la première phase d'un projet de 13 000 branchements sociaux exécuté par le gouvernement ivoirien sur financement de la Corée du Sud. À terme, ce projet touchera 14 000 ménages vulnérables, soit 84 966 personnes qui seront connectées au réseau d'eau potable. Nous les Coréens, ici auprès de vous, voulons-nous approcher à nos amis ivoiriens avec des expériences de développement économique et social et des technologies acquises que nous avons réalisées dans les années passées du développement. Au-delà de l'eau du robinet, la Corée a tendu la main pour améliorer le niveau de santé ivoirien
à savoir le projet de Centre national d'oncologie à Grand Bassin. Ce don de la COICA va permettre à vos populations, d'une part, d'avoir de l'eau potable en quantité et en qualité, de réduire les maladies hydriques et d'autre part, de lutter contre la fraude sur le réseau à l'effet d'améliorer le taux de raccordement et de facturation. Quant aux chères populations, saisissez cette opportunité pour vous raccorder au réseau d'eau potable. Inscrivez-vous pour avoir votre compteur d'eau. Les populations de Koumassi Campement sont reconnaissantes à la Corée du Sud qui entretient avec la Côte d'Ivoire une coopération exemplaire et excellente. L'eau potable apportée, c'est le signe de l'amélioration de leurs conditions de vie dans la droite ligne de la politique du président de la République, Alassane Ouattara. De l'eau potable qui coule dans le robinet, il en est encore question dans cette édition. Direction le village de Dar es Salam, dans la sous-préfecture de Soubré, qui a inauguré sa pompe villageoise, un don offert par le député de Soubré commune et sous-préfecture, Ibrahima Kourouma. Cette pompe à motricité humaine soulage les populations de cette localité et améliore leur cadre de vie. Jean-Marc Djadji. Les 1000 habitants du village de Dar es Salam inaugurent leur pompe hydraulique villageoise. Ils seront désormais approvisionnés en eau potable. Ce nouvel équipement vient mettre fin à plus d'une décennie de souffrance. Cette pompe est offerte par le député de Soubré commune et sous-préfecture, Ibrahima Kourouma. Ils ont plus exprimé un besoin d'eau. Et moi-même, j'ai vu l'eau qu'ils avaient. Ce n'était pas une eau vraiment propre. Ce n'était pas une eau bonne. Et je me suis engagé à trouver le moyen de sorte qu'on puisse leur trouver une eau potable. La chefferie et les guides religieux du village ont exprimé à leur tour leur gratitude à ce fils de la région. L'approvisionnement du village de Dar es Salam en eau potable s'inscrit dans le cadre d'une vaste politique de développement entamée par les cadres de la sous-préfecture de Soubré et autorités de la région de la Nawa. Prenons à présent ensemble la direction de la région du Tchologo, où le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la première session 2021 du Conseil régional du Tchologo. En 2021, plus de 8 milliards de francs CFA d'investissement ont été réalisés en termes d'infrastructures. Pour cette année, la courbe ne sera pas inversée malgré la menace terroriste de ces derniers temps. Les populations ont d'ailleurs été invitées à la vigilance pour empêcher une prolifération quelconque de bandes armées dans la région. Kader Sogodogo. Première session 2021 du Conseil régional du Tchologo. Son président, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dresse le bilan de l'exercice 2020. Plus de 7 milliards de francs CFA d'investissement dans divers domaines au profit des populations. Pour 2021, les choses sont loin de s'arrêter. Cette année, le Conseil entend non seulement continuer à investir dans le domaine des infrastructures de base, mais mieux, les autres secteurs feront l'objet d'attention soutenue. Le développement rime bien avec la paix. Les attaques terroristes de Kafolo dans le département de Kong ont occupé une bonne place à cette session. Je souhaiterais vivement que le Conseil puisse porter un œil vigilant et attentionné sur la question du terrorisme. Le président du Conseil régional du Tchologo, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Défense, attend une contribution efficace des populations pour empêcher une implantation de bandes armées dans la région. Il est important que le développement soit donc de mise pour freiner éventuellement le terrorisme, parce qu'en fait, le terrorisme prospère dans des régions qui sont déshéritées. Et je pense que nous avons le devoir de faire en sorte que nos populations ne se laissent pas manipuler par ces personnes hideuses, parce qu'effectivement, quand vous voyez donc les fléaux que cela donc a créé dans certains pays, il est bon que nos populations soient solidaires. Il faut porter l'information des mouvements suspects dans leur aire de résidence pour que nous puissions donc traiter ces informations. Ceci est très important. La première session du Conseil régional du Tchologo a donné lieu au renouvellement du bureau. Deux nouveaux vice-présidents ont pris fonction.
La mairie de Toumaudi a procédé à l'inauguration de 2 infrastructures d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA dans 2 villages. Il s'agit d'un centre de santé et d'un centre d'état civil. La mairie s'emploie ainsi à régler la question de la déclaration des naissances, donc de l'établissement d'extrait de naissance. Elle boucle avec ce centre de santé son programme de dotation des quartiers et villages de la commune de Toumaudi d'infrastructures de base. Léon Brou. Toumaudi, Djekanou, Tiebissou, Didievi. À chacun de ces 4 départements de la région du Bélier, une spécificité. Didievi offre des potentialités agro-pastorales, Tiebissou des atouts culturels, Toumaudi et Djekanou favorables aux cultures pérennes. Sur les 6809 km², étendue de la région, des ressources minières encore inexploitées, un écosystème dégradé, insuffisance d'activités génératrices de revenus, d'infrastructures de base, y compris des routes de qualité, manque de pôles de développement économique et d'industries de transformation. Ces données sont issues de récentes études diligentées par le Conseil régional, encore à l'origine de cette mobilisation d'acteurs et de partenaires au développement. Objectif, harmoniser ces données en vue d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Comme son nom le dit bien, schéma régional d'aménagement, c'est pour voir tout le contenu de la région, les forces, les faiblesses, les opportunités, tout comme les menaces, et puis comment les agencer ensemble pour dégager toutes les solutions possibles pour mieux planifier le développement de la région. Sans le plan, on navigue vraiment sans repère. Donc la région s'est saisie quand même de ce principe afin de mener à bien certaines choses. 3 jours d'échanges et de réflexion pour finaliser le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, cette sorte de boussole pour impulser avec harmonie le développement et le bien-être dans la région du Bélier. 77 millions de francs CFA investis par le Conseil régional depuis le lancement du processus de réalisation de cet outil en septembre 2020. Ici, à Abidjan, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a lancé la 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing, en abrégé le FILOSE. C'était au cours d'une conférence de presse. Ce forum se tiendra du 16 au 18 juin prochain à la Quai Stable dans la commune du Plateau. 20 000 visiteurs sont attendus dans les 83 stands disponibles de cette plateforme d'échange et de réflexion sur la problématique de l'accès au logement. Dangui. Le déficit de logement s'élève à plus de 600 000 lots et augmente de l'ordre de 10% chaque année en Côte d'Ivoire, selon les experts immobiliers. Entre autres conséquences, la demande de logement explose et crée la tension sur l'offre. Devant ce tableau, les promoteurs et constructeurs ivoiriens cherchent des mécanismes innovants pour faciliter l'accès aux populations à un logement décent. À travers la 3e édition du FILOSE, Forum international du logement social, économique et standing, qui aura lieu du 16 au 18 juin prochain. À la conférence de presse de lancement de cette plateforme professionnelle d'échange d'expériences et de réflexion, Siriki Sangaré, le président du comité d'organisation de cette édition du FILOSE, a défendu l'idée de la location-vente. Aujourd'hui, nous devons revenir vers ce mécanisme-là, construire des bâtiments par rapport à un cahier de charges qui est bien défini avec le ministère de la Construction sur 3 ans avec 2 années de différé. Une fois que les logements sont construits, éviter évidemment de prendre des apports initiaux et des frais de dossier. Et une fois que l'acquéreur accède au logement, qui commence à payer les loyers sur les 25 ans. Des panels, des rencontres B2B et un dîner gala vont meubler cette 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing qui aura lieu à la Quai Stable au Plateau sur le thème « Logement et développement durable en Afrique ». 20 000 visiteurs sont attendus dans les 83 stands disponibles. Une vingtaine de pays sont invités. La migration de l'analogique au numérique continue sur l'étendue du territoire national, avec l'extinction des signaux analogiques. Celui du centre émetteur de l'Otanzia à Boisflé est désormais mis aux arrêts. Pour recevoir les images du groupe RTI et d'autres chaînes privées, les populations de la région de l'Amaraoui devront utiliser les équipements de la TNT. La couverture nationale de la télévision numérique terrestre est à 80%, c'est ce que nous confirme Soro Corona. Par ces gestes simples, le chef des cantons Yaoulé et le sous-préfet de Boisflé arrêtent les signaux analogiques des RTU1, RTU2 au centre émetteur de l'Otanzia. Cette extinction marque la migration du système analogique vers la télévision numérique terrestre
TNT dans les régions de la Marawi, du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Les populations de ces régions devront désormais utiliser les équipements de la TNT pour recevoir les images du groupe RTI. À travers cette extinction, la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, continue le déploiement de la TNT sur l'ensemble du territoire national. Tous ceux qui recevaient les images de la RTI notamment ne pourront plus bénéficier de nos images si ces personnes-là n'ont pas notre kit qui est composé d'un décodeur et d'une antenne TNT. Une fois que vous avez acquis le kit-là, vous n'avez plus besoin d'abonnement, vous bénéficiez gratuitement et cela est une faveur du gouvernement ivoirien. Les premiers bénéficiaires des équipements de la TNT se disent satisfaits de la qualité des images de cette technologie de pointe. Les images que la TNT émet sont des images très intéressantes et le son et tout ce qui accompagne sont intéressants. Et vraiment, nous vous invitons à pouvoir acquérir tous ces dispositifs pour avoir de bonnes émissions. Le signal analogique du centre émetteur du Boisflé est le deuxième à être éteint après celui de Korogo. Après Boisflé, nous allons nous transporter ailleurs, notamment à Koumfao, pour procéder aussi à l'extinction, comme nous l'avons fait ici à Boisflé. Le taux de couverture nationale de la télévision numérique terrestre est estimé à 80%. La TNT permet de diffuser sur le même canal plusieurs chaînes, la plupart gratuites. Parlons à présent agriculture. Direction Niakara, lancée le 5 février dernier, la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2021 se déroule normalement avec le respect du prix marchand fixé à 305 francs CFA. À Niakara, région du Hambol, le kilogramme de noix de cajou est en hausse de plus de 40 francs CFA du fait de la meilleure qualité de la noix brute. À mi-parcours, le comité de suivi et d'éveil du département a fait un bilan. Un bilan jugé positif au regard de la qualité et du respect du prix qui ne cesse de grimper. Le reportage de Soro Corona. Avec plus de 90 000 tonnes de noix de cajou produites en 2020, la région du Hambol est la deuxième zone de production derrière le Béret. Pour cette campagne, 64 000 tonnes sont déjà collectées. À côté de la quantité, la région du Hambol produit de la noix brute de cajou de qualité. Cette qualité contribue à la hausse du prix du kilogramme. Fixé à 305 francs CFA en début de campagne, le prix Borchamp se négocie entre 350 et 370 francs CFA dans le Hambol. À mi-parcours de la campagne, les membres du comité de suivi et d'éveil du département de Niakara se sont retrouvés pour faire le bilan. Bilan jugé positif par les producteurs et les acheteurs. L'État a intervenu en donnant 100 000 francs pour éclairer les champs et puis 25 000 francs pour maintenant en sorte de produits phyto. Donc vraiment ça fait accroître la production, ça a changé la qualité de l'anacarde. Donc vraiment, je tenais à remercier l'État de Côte d'Ivoire. Le déchargement est rapide, le paiement est rapide et les financements viennent. Donc ça veut dire que le gouvernement a fait un travail de bon. Nous avons commencé le produit ici à 305 francs, comme le gouvernement l'a indiqué, mais présentement nous sommes à 350. Ce prix est dû par rapport à la bonne qualité. Pour maintenir la quantité et la qualité, les différents acteurs ont été exhortés à redoubler d'efforts. Pour le Conseil du coton et de l'anacarde, si le combat de la quantité et de la qualité est gagné, il reste celui de la fuite des productions vers les pays frontaliers. De par la sortie de Tabakala, le pont de Siribou, on constate que certaines de notre production partent au Ghana via Bondoukou. Mais nous œuvrons vraiment à mettre fin à ce phénomène. Depuis le début de la campagne, plusieurs véhicules en partance pour le Ghana ont été saisis par les forces de défense et de sécurité. En 2020, la Côte d'Ivoire a produit plus de 850 000 tonnes de noix de cajou, une quantité qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial d'anacarde. Et l'actualité, c'est aussi cette inquiétude exprimée par le PAM, le Programme alimentaire mondial, devant une flambée des prix des denrées alimentaires observées en Afrique de l'Ouest. Le Programme alimentaire mondial sonne l'alerte. Plus de 31 millions de personnes dans la région devraient tomber en situation d'insécurité alimentaire, un chiffre supérieur de plus de 30% à celui de l'année dernière. Et selon le PAM, ce chiffre représente le niveau le plus élevé depuis près de 10 ans. En moyenne, la hausse des produits alimentaires s'élève à 39%, mais dans certaines zones, les prix ont grimpé de plus de 200% selon le Programme alimentaire des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. À côté de toutes ces inquiétudes, il faut continuer d'être vigilant, de faire preuve de vigilance. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 17 avril 2021 45 nouveaux cas de Covid-19 sur 2485 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 71 guéris et 0 décès. À la date du 17 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 519 cas confirmés, dont 45 064 personnes guéries, 274 décès et 181 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 570 199 personnes. Le 16 avril, 1639 personnes ont été vaccinées, soit un total de 93 540 personnes vaccinées contre la Covid-19. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la France, toujours en rapport avec le coronavirus, la France va instaurer une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19. Les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus pour limiter la propagation d'un variant local baptisé P1, réputé plus contagieux et dangereux. Cette suspension sera prorogée jusqu'au vendredi 23 avril inclus. Dans la continuité, en retour en Côte d'Ivoire, donc dans la continuité de ses actions en vue de lutter contre la pauvreté, l'ONG Agir pour Treichville, AGT, offre des chèques aux femmes et aux jeunes de la commune. Donc au global de 13 millions de francs CFA, ces chèques doivent permettre aux bénéficiaires de créer des activités génératrices de revenus, contribuer à l'autonomisation de la femme et favoriser l'emploi des jeunes. Reste l'objectif de cette action de solidarité de l'ONG Agir pour Treichville. Binkou Pétélé. 50 personnes issues de 43 associations de la commune de Treichville reçoivent chacun un chèque allant de 100 à 350 000 francs CFA, remboursables sur 6 mois sans intérêt. C'est une initiative de l'ONG Agir pour Treichville, AGT. Les bénéficiaires s'engagent à en faire bon usage, mais surtout à rembourser le plus tôt possible. Je vends les pièces détachées. Bon, disons, c'est divers, quoi. Voilà. Donc je suis prêt à rembourser peut-être avant 6 mois même, voilà, pour pouvoir avoir encore plus. J'ai reçu une somme de 300 000, mais je remercie ceux qui m'ont remis. Que Dieu me donne le courage pour que l'argent que je m'avais travaillé avec puisse rembourser, pour qu'on puisse donner les autres. Je suis contente pour le geste à notre endroit. Ils nous ont honorés et protégés. Je compte donc travailler à mon tour pour les honorer aussi. Merci beaucoup à M. Issa Fadiga. Parce que le geste qu'il a fait, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Pour Issa Fadiga, président d'honneur de l'ONG, cette action vise à promouvoir l'autonomisation de la femme et à réduire le chômage des jeunes. On commence par 50 personnes aujourd'hui pour un total d'environ 13 millions. À taux zéro, donc ce n'est pas une activité lucrative, ce n'est pas une activité pour gagner de l'argent. Des fonds qui sont mis à la disposition des populations après une étude de dossier et qui permet de faire en sorte que ces populations-là, ces femmes et ces jeunes, puissent développer des activités génératrices de revenus et puis puissent progressivement apprendre à épargner pour pouvoir rembourser l'ONG. Et l'objectif, comme on leur a expliqué, c'est que plus les bénéficiaires vont respecter leurs engagements en remboursant l'ONG, et plus ça permettra à l'ONG de pouvoir utiliser ces fonds pour pouvoir les prêter à d'autres personnes. Parce que le fonds doit pouvoir s'auto-rembourser, et donc ce sont les remboursements des uns qui permettront donc d'aider d'autres personnes. Créée le 12 décembre 2020, l'ONG Agir pour Treichville AGT œuvre pour l'éducation, la santé, la formation et le bien-être social. Ce fonds de solidarité va s'étendre à d'autres couches défavorisées de la commune de Treichville. La première édition de la conférence Model United Nations dénommée Mermin s'est tenue le vendredi dernier au lycée international Jean Mermoz à Cocody en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a placé sous le thème la coopération internationale face aux défis migratoires et sécuritaires en Afrique et dans le monde. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange chez les jeunes élèves et étudiants et développer leurs connaissances sur les questions d'actualité internationale. Jean-Marc Djedji. 90 élèves échangent sur les questions de migration et de terrorisme lors d'un conseil virtuel de sécurité des Nations Unies. Ils doivent faire des compromis, rédiger des résolutions et défendre les intérêts de pays en crise. Tel est le concept de la conférence Mermin Model United Nations. Ces jeunes diplomates de circonstance
sont issus des lycées français Blaise Pascal et Jean Mermoz. Mon rôle au sein de cette simulation des Nations Unies, c'était le discours d'ouverture et le discours de clôture. Ça permet vraiment aux jeunes de prendre conscience des problèmes qui se passent actuellement, de prendre en compte les enjeux qu'il y a dans le monde, comme avec les migrations ou encore le terrorisme, et vraiment de s'impliquer et d'approfondir leurs connaissances sur ces sujets. Ce colloque se veut un cadre d'expérience du milieu diplomatique et de connaissance de l'actualité internationale. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, encourage l'initiative. Le monde aujourd'hui est dirigé par des structures et je pense que c'est important que les jeunes se rendent compte de ce que sont ces structures, se mettent à la place de ces structures. Là, il y avait quelqu'un qui représentait les États-Unis, quelqu'un qui représentait la Russie, quelqu'un qui représentait la Chine et quelqu'un qui représentait l'Union africaine. Moi, je me suis permis de leur dire, j'ai commencé en disant, vous savez, les gens importants dans la salle, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui compte. Aujourd'hui, on ne résout pas une crise africaine sans passer par l'Union africaine. C'est vraiment un très très bel exercice et ça répond pleinement aux objectifs de la pédagogie que nos deux lycées, bien entendu, souhaitent développer et développent. Plus d'une centaine de conférences du même genre sont organisées dans le monde chaque année. La toute dernière s'est tenue le 11 avril 2021 au Maroc. Les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam ont été instruits sur les principes fondamentaux de la gouvernance d'entreprise. On en sait plus avec Michel Digré. Sensibiliser la jeunesse à la problématique de la bonne gouvernance, une ambition de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Pour y arriver, 2 conférenciers pour s'aimer la graine de la bonne gouvernance dans l'ADN des futurs dirigeants d'entreprises ivoiriennes. Les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam en sont les premiers bénéficiaires. Nous avons besoin de préparer la jeunesse, les leaders de demain, qu'il s'agisse de ceux qui vont gérer les entreprises publiques ou privées, à adopter les bons principes de gouvernance pour que l'Afrique puisse avoir des entreprises performantes. À l'issue des panels, un partenariat a été signé entre l'INAD et l'UIGB. Vous savez, il y a quelques années, le président de la République, lorsqu'il est venu inaugurer le siège du patronat ivoirien, avait demandé au secteur privé de faire la promotion de la gouvernance d'entreprise et la responsabilité sociétale. Et en signant un accord de partenariat ce matin avec l'Université du Grand Bassam, nous allons aller encore plus loin dans la promotion de la gouvernance d'entreprise. La formation joue un rôle très important, donc ça a été dit que ça devrait commencer normalement dès la maternelle jusqu'à l'université. Et là aussi, ça nous fait plaisir de voir que nous avons déjà des cours qui sont donnés à l'université et nous allons renforcer cet aspect-là. Ce partenariat permettra aux étudiants de l'UIGB d'avoir des stages d'immersion dans des entreprises de référence afin de mieux s'imprégner des valeurs de bonne gouvernance. À place à présent à l'invité de ce magazine, l'Instant Magazine de ce journal, résumé en se focus sur l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Notre invité de ce dimanche, le directeur général de l'UVSI, le professeur Thiemo Mankoné. Merci professeur de nous rejoindre. Merci. Alors aujourd'hui, ce n'est pas par visioconférence que nous échangeons, mais ça change de vous rencontrer en vrai. Alors vous, à la différence des autres universités, vous évoluez dans le virtuel et c'est le côté virtuel de la chose qui nous intéresse. Vous conviendrez avec moi que c'est ce qui se différencie, c'est ce qui vous différencie, voilà, justement, des autres universités, n'est-ce pas? Oui, c'est un des éléments de différenciation. D'accord. Alors professeur, quelles sont les missions qui vous ont été assignées? Les missions que son Excellence, monsieur le président de la République, M. Alassane Ouattara, nous a confiées traduit bien sa vision d'émergence d'un enseignement supérieur et une recherche scientifique levier de développement et accessible à tous. Et cette mission est pour que tout le monde puisse accéder à un enseignement supérieur de qualité. Alors comment est-ce qu'on entre à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'on s'y inscrit? D'abord, il faut savoir qu'une université virtuelle est ouverte à tous. Donc l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est accessible à toute la population, notamment les nouveaux bacheliers qui sont orientés à l'université virtuelle comme dans les autres universités publiques et même les grandes écoles aussi. Et nous avons les anciens bacheliers qui peuvent accéder à cette université en mode formation continue. Et nous avons tout le reste de la population qui peut accéder aussi à cette université pour des formations qualifiantes ou des formations certifiantes. Et quelles sont les spécialités qui y sont abordées?
Il faut dire que nous sommes complémentaires de ce qui se fait déjà dans les autres universités, mais l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le domaine de l'informatique et des sciences du numérique. Donc nous avons des spécialités qui couvrent tout l'écosystème numérique. Nous avons des spécialités dans le domaine des réseaux et de la sécurité informatique, les bases de données, le développement d'applications, l'e-commerce, le marketing digital, e-administration et transformation digitale, un ensemble de spécialités qui couvrent tout l'écosystème numérique aujourd'hui. Et vous existez depuis 6 ans. Combien d'étudiants est-ce que vous revendiquez à ce jour? Nous existons depuis la rentrée académique 2016-2017, donc nous sommes à notre 5e année. Nous avons commencé avec un effectif de 3300 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 13 900 étudiants. Donc on voit là que le numérique nous permet justement d'être émergent, puisque un des indicateurs de l'émergence pour un pays, c'est d'avoir 2% de sa population dans l'enseignement supérieur. Actuellement, nous sommes à 1%, mais nous voyons bien qu'avec ce qui est fait en 4 ans, avec l'université virtuelle, nous pourrons facilement combler ce gap. Alors, quels sont les éléments dont doit disposer un étudiant qui prend des cours via votre université? En premier lieu, il sera bien sûr question pour lui d'avoir une bonne connexion Internet, n'est-ce pas? Internet n'est pas, avec ce que nous avons mis en place, un vrai souci. Nous connaissons nos réalités, donc nous avons fait en sorte qu'à partir d'un simple smartphone, l'étudiant puisse accéder à cette université. Le mode de formation permet un mode asynchrone, c'est-à-dire que l'étudiant n'est pas obligé d'être en ligne en permanence. Donc, il peut télécharger ses cours et ne se connecter que lorsqu'il a besoin de faire des échanges. Donc, ce modèle permet, avec une faible connectivité, de pouvoir suivre ses cours avec beaucoup de qualité. Et j'allais justement poser la question, mais que gagne un étudiant à suivre des cours via votre université? Ce que gagne l'étudiant, c'est d'abord la mobilité, puisque le modèle pédagogique que nous mettons en place, ce n'est plus l'apprenant qui se déplace vers son université pour être formé, c'est plutôt son université qui est avec lui à tout moment et partout. Donc l'université en fait se déplace vers l'apprenant, c'est vraiment un avantage considérable, ce qui fait que nos étudiants aujourd'hui sont presque partout à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays, partout où ils peuvent avoir une connectivité, ils peuvent suivre la formation. Donc ils gagnent vraiment en mobilité. Mais il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Je pense qu'il n'y a que des avantages, parce qu'en plus même de cette mobilité, il faut dire que c'est une université qui est beaucoup axée sur l'emploi. Et comme nous le savons, le numérique aujourd'hui s'est invité dans tous les secteurs. Et ignorer le numérique dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, je pense que ça prend beaucoup de retard. Et comment sont évalués vos étudiants? Nos étudiants sont évalués cette fois-ci en présentiel, mais avec tout un dispositif numérique qui fait que dès que nous finissons les examens, nous pouvons disposer des résultats et délibérer rapidement. Alors, vous parliez à l'instant de la question de l'employabilité, et notre reporter Didier Nguesson, eh bien, lui a poussé son regard sur cette question, surtout sur la question des défis d'insertion professionnelle de vos étudiants. Et sur cette question, voyez ensemble ce qu'il en dit. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire existe depuis décembre 2015 et compte plus de 10 000 étudiants inscrits dans une dizaine de filières, essentiellement dans le nouveau métier du numérique. Les besoins des entreprises, principaux employeurs, sont pris en compte dans les curricula de formation. À l'université virtuelle, l'étudiant s'exerce au sein d'un incubateur à créer et gérer une entreprise au quotidien. Résultat, 9 étudiants sur 10, issus de la première promotion de licence en 2019, ont trouvé un emploi seulement 3 mois après l'obtention de leur diplôme. Un record sur le marché de l'emploi. S'il est admis que les diplômés de l'enseignement supérieur au chômage sont importants, la cadette des universités de Côte d'Ivoire est en train de démontrer que bien formés, les diplômés s'arrachent sur ce même marché de l'emploi. En moins de 6 ans, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire entre donc dans une nouvelle dynamique, celle de former pour la compétence et non plus seulement pour le diplôme. En clair, le parchemin attribué aux étudiants en fin de formation doit leur conférer une compétence réelle et avérée dans la pratique. Alors, monsieur le directeur général de l'UVSI, notre reporter Didier Nguesson nous dit également qu'avec l'UVSI, eh bien, l'adéquation formation-emploi est une réalité. Vous confirmez ou
Bien sûr que je confirme, puisque le rôle traditionnel d'une université, c'était de faire des formations diplômantes, faire de la recherche. Mais là, nous voyons que nous apportons un élément nouveau qui est l'employabilité, qui est inscrit dans le modèle pédagogique que nous avons, de telle sorte que nous apprenons à nos étudiants non seulement les connaissances académiques, mais nous apprenons aussi à nos étudiants à créer des entreprises. Aujourd'hui, nous comptabilisons déjà plusieurs entreprises de type SAL, dirigées par nos étudiants qui emploient leurs camarades et d'autres qui sont aussi encore en incubation. Alors le volet virtuel, il ne pose aucun problème de compréhension au niveau des nouveaux bacheliers. Est-ce qu'il y a une approche que vous avez tentée à leur niveau pour leur expliquer qu'il n'y a véritablement pas de différence entre les cours qui sont délivrés en présentiel et ceux qui sont délivrés de façon virtuelle? En fait, je pense que c'est une conduite de changement que nous faisons, puisque le virtuel, nous connaissons actuellement, nous sommes à ce magazine, nous sommes en mode virtuel, mais je pense que les téléspectateurs nous suivent bien et comprennent très bien ce que nous disons, quoiqu'ils ne nous voient pas physiquement. Donc c'est un peu la même chose. Et nous avons passé beaucoup de temps, en tout cas dans les débuts, à bien expliquer ce modèle. Mais avec la pandémie Covid, il faut reconnaître que beaucoup ont compris qu'on pouvait être dans le virtuel et on pouvait bien faire dans le virtuel. Alors parlons justement des diplômes que vous délivrez au sein de votre université. Ont-ils la même valeur que ceux délivrés par les universités classiques? Il faut dire que nous sommes une université publique. J'ai dit nous avons été créés par son Excellence M. Alassane Ouattara, notre président de la République, par un décret. Donc il n'y a pas plus officiel que cela. Donc nous sommes une université publique et nos diplômes sont des diplômes comme pour les autres universités. C'est le mode d'enseignement qui change. Sinon, c'est les mêmes enseignants qui sont recrutés, c'est les mêmes étudiants, les mêmes bacheliers qui sont orientés. C'est la manière d'enseigner qui nous différencie beaucoup plus de ce qui se faisait jusqu'à présent. Et je pense que la Covid a montré que notre modèle était très résilient et que d'ailleurs c'est ce modèle qui a été un peu, je pense, appliqué un peu partout dans le monde. Alors en termes d'interaction entre vos étudiants et justement les cours qui sont donnés, je vous parlais des enseignants, est-ce que vous avez noté quelques difficultés, quelques insuffisances en début? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de réelles avancées? Je pense que le démarrage, c'était beaucoup plus l'adhésion de la population des étudiants, puisque beaucoup n'avaient pas demandé à venir dans l'informatique, voulaient faire peut-être la médecine ou le droit. Ils se sont vus orientés en informatique, ça a créé déjà des difficultés. Mais très rapidement, lorsque les cours ont commencé, beaucoup ont compris que le numérique était leur avenir. Et ils se sont inscrits. Aujourd'hui, nous avons de bons résultats. Alors, si l'on vous demandait d'évaluer le volet virtuel que vous offrez au travers justement de votre université, que répondrez-vous? Je pense que nous avons réussi à dématérialiser, je dirais à 100% l'enseignement supérieur, à tel point qu'un nouveau bachelier, par exemple, peut être à l'intérieur du pays, accomplir toutes les formalités d'inscription sans venir à Abidjan, suivre ses cours jusqu'à avoir son diplôme, sans avoir la nécessité de se déplacer sur le siège qui se trouve à Abidjan. Donc cela montre que la dématérialisation a beaucoup d'avantages. Vous avez vu aussi que nous sommes partis de 3500 étudiants et en moins de 5 ans, nous sommes aujourd'hui à 13 900 étudiants et cela avec une qualité de formation de plus en plus accrue, avec l'employabilité également au bout, ça a été dit dans l'élément tout à l'heure. Donc nous voyons que le virtuel est l'avenir et nous invitons vraiment tous les étudiants, toute la population d'ailleurs, à s'inscrire à nos différentes formations. Merci, monsieur le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et merci également d'avoir éclairé la lanterne des étudiants sur justement les activités, les perspectives de cette Université virtuelle de Côte d'Ivoire que vous dirigez. Et ne partez pas, le journal se poursuit. Après un long séjour au Japon, 3 jeunes Ivoiriens créent une ONG en vue d'établir le pont entre la Côte d'Ivoire et le Japon. L'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire vient d'ouvrir ses locaux à Abidjan. Elle dispose d'une salle de formation et d'apprentissage de la langue japonaise en vue d'une meilleure coopération, une opportunité pour les jeunes étudiants et opérateurs économiques qui souhaitent se rendre au Japon dans le cadre des études ou des affaires. Nous Sangaré, Alassane Drabo. Donc de faire le coup des Japonais ici, de rentrer en possession de tout cet arsenal-là pour pouvoir vous former davantage. Renforcer la collaboration ivoiro-japonaise, c'est l'objectif de l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire.
L'organisation vient d'ouvrir ses locaux dans la commune de Cocody, où les jeunes Ivoiriens pourront désormais s'approprier la culture japonaise à travers l'apprentissage de la langue du pays du soleil levant. Ces locaux disposent d'une salle de formation et une bibliothèque. On veut donner la possibilité aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens qui voudraient aller au Japon étudier, leur donner une petite formation en langue japonaise qui va leur permettre de pouvoir postuler pour des bourses d'études. Selon l'ONG, le modèle japonais devrait inspirer la Côte d'Ivoire pour booster son développement. L'organisation entend faciliter les échanges entre les deux pays. S'il y a des entreprises ivoiriennes qui voudraient rentrer en partenariat avec des entreprises japonaises, nous allons créer un cadre, nous allons organiser des séminaires, nous allons organiser des forums. Et cela va permettre un transfert de technologie. Une opportunité pour les jeunes étudiants et opérateurs économiques qui souhaitent se rendre au Japon dans le cadre de leurs études ou des affaires. Vu l'histoire du Japon, qui a une histoire difficile, qui a connu beaucoup de difficultés, mais qui, malgré ces difficultés, a atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. C'est un exemple qui inspire, qui doit nous permettre, nous, pays africains et en particulier en Côte d'Ivoire, avec le potentiel naturel que nous avons, de pouvoir apprendre. Des échanges éducatifs et économiques, mais aussi culturels, selon Oswald Kwame, vice-président de l'ONG. Créer des foires, une grande foire ivoiro-japonaise, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et surtout aussi travailler sur le côté culturel purement de nos différentes activités au niveau de la Côte d'Ivoire, nos régions et tout, nos différentes qualités, nos différents rythmes aussi ici, l'échange entre notre peuple au niveau du Japon. Et on va faire un festival, il y a un festival africain. Ce festival-là va nous faire venir des musiciens au niveau du Japon, des personnes qui font la cuisine au niveau du Japon. Créée en janvier 2021, l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire est une initiative de 3 jeunes Ivoiriens ayant vécu au Japon. Et c'est sur cette actualité en rapport avec l'ONG Solidarité Japon que se referment les pages de cette édition. Je rappelle juste avant de rendre l'antenne que nous recevions ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine le professeur Timo Mankone, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, avec lequel nous avons fait focus sur les activités de cette université et ses perspectives en vue de saisir son fonctionnement. Agréable fin d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.